Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Rico. Bonjour Greg. Merci à Jean qui nous accueille chez Suzette, en plein centre de Saint-Pierre. Et pourquoi on est ici? C'est parce que pour les digital nomades, c'est génial, puisqu'ils proposent des brunchs toute la journée. D'ailleurs, vous en avez un petit aperçu ici. Mais avant de commencer, est-ce que Laura, tu veux bien te présenter et après, ce sera ton tour Rico? Ouais, carrément. D'abord, merci Greg de m'inviter ici, parce que moi, je connaissais pas Suzette. Et étant moi-même digital nomade, je suis ravie de pouvoir découvrir ce lieu, en réalité. Alors moi, c'est Laura, du coup, comme tout le monde l'aura compris. Je me suis lancée il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais freelance et donc nomade. J'ai quitté ma ville natale, qui était Lyon, pour venir habiter à La Réunion. Euh, et il y a 4 ans, j'avais une agence de marketing et de communication digitale. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire parce que je voulais pas faire de production à proprement parler. Et donc, j'ai créé un organisme de formation à destination des femmes qui souhaitent sortir du flou pour trouver leur flow et gagner du flouze. Là, Triple F. triple F, la méthode triple F. Et finalement, cette méthode, je l'ai importée ici quelque part. Je travaille avec Mayotte, je travaille avec La Réunion et je travaille avec la métropole. Et dans cette grande aventure, j'ai décidé de m'unir une deuxième casquette qui est celle de start-upeuse. Et j'ai très récemment lancé un projet à destination des digital nomades dont on pourra sans doute discuter après. Merci Laura. Et on accueille donc mon très cher collègue, ami, ex-coloc, Rico. Je t'en prie. Moi, c'est Rico. Donc voilà, je suis là depuis 2 semaines, donc de retour ici, après 6 mois, 6 mois d'absence. Donc voilà, j'ai une petite société dans l'infogérance à Saint-Paul que je gère depuis la métropole. Et voilà, donc tout est à distance et on kiffe la life, quoi. Voilà. Et c'est quoi l'infogérance? Parce que peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc ouais, l'infogérance, c'est le fait d'externaliser en réalité ton informatique. Voilà, un prestataire externe. Voilà, ça permet de pouvoir avoir un expert en informatique sans l'avoir en salarié et réduire donc la masse salariale. Voilà. Merci beaucoup. Laura, le digital nomadisme ou le digital nomade en anglais, c'est quoi pour toi? Alors, pour moi, je dirais que c'est une personne qui d'abord est à la recherche de liberté, parce qu'on a tous connu, à mon avis, ce cadre dans lequel tu peux être parfois quand tu es employé, le fait d'avoir des horaires fixes, le fait de devoir te rendre au bureau, le fait d'être parfois même limité dans ta créativité et dans le développement de tes idées. Et je crois que les digital nomades, aujourd'hui, ils sont à la recherche de cette liberté que tu peux avoir à tous les niveaux, autant au niveau de tes idées, de ta créativité, donc dans ton développement, que dans ta liberté géographique finalement. Pour moi, un digital nomade, c'est un mec, ou une nana d'ailleurs, qui prend son sac à dos et qui décide d'aller se nourrir de la culture d'ici d'ailleurs, tout en bossant finalement. Super. Et Rico, est-ce que tu veux rajouter ou tu as une autre vision ou quelque chose à partager sur le digital nomade? Toi qui en es un d'ailleurs. Bah, en fait, pour moi, il suffit d'avoir une connexion Internet, un ordinateur, et puis voilà, demain on veut aller où on veut. À partir du moment où on a une connexion Internet, on peut travailler de n'importe où. On fait ce qu'on veut, où on veut. Ce que j'ai pu remarquer, pour revenir au digital nomade à La Réunion, c'est qu'on a un petit avantage par rapport à la métropole, c'est qu'on vit dans le futur. On vient de changer d'heure, puisqu'avant on avait 3 heures de décalage avec la France, maintenant on n'a que 2 heures de décalage avec la France. Ça veut dire que quand il est 10 heures ici, donc à La Réunion, il est 8 heures en France. Ce qui me permet d'avoir la possibilité, le matin, d'avoir du temps pour soi, et ou le matin, d'avoir du temps pour avancer sur ces différents projets. J'aimerais bien que vous me parliez, je ne sais pas, peut-être Rico pour commencer, la particularité d'être digital nomade à La Réunion, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Bon, en fait, je sais que la plupart des gens ici préfèrent quand il n'y a que 2 heures de décalage. Moi, je préfère quand il y en a trois. Ça me permet en fait, voilà, le matin de profiter de l'île, de faire ces petites randonnées qui sont vraiment magnifiques. Et ensuite, dès qu'il est midi, ben, c'est l'heure de travailler pour moi. Super. Tout simplement. Ouais, carrément. Moi, je sais que je préfère être à La Réunion. Alors, je bosse entre la métropole, La Réunion, et tous les 3 mois, j'essaie de voyager
dans un endroit différent de la métropole ou de La Réunion. Et ce que j'adore quand je suis à La Réunion, c'est que comme Rico, je peux bénéficier de ces 3 heures sur le matin de décalage pour me permettre justement de prendre du temps pour lire, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour faire du sport. Et ça, c'est des trucs que je fais absolument pas quand je suis sur un autre territoire. Donc finalement, ça t'offre un cadre de vie qui est complètement... qui est meilleur pour le bien-être de l'entrepreneur, en fait, finalement. Et moi, je sais que j'ai décidé d'entreprendre ici grâce à l'accessibilité de l'écosystème, mais aussi parce qu'il y a cette histoire de décalage qui me permet juste de prendre le temps, en fait, ce que je n'ai pas ailleurs, en fait. C'est vrai, c'est hyper intéressant le fait d'avoir ce décalage horaire de 2 ou 3 heures. Et par contre, le soir, il y a quand même des contraintes, puisque comme on est en décalage horaire à 2 à 3 heures, que ça signifie que le soir, bah, vous êtes aussi en décalage horaire sur les apéros, non? On est en retard, ouais. On arrive en retard. Ouais, carrément. Alors moi, franchement, je prends pas ça comme une contrainte du tout, parce que j'adore dormir le matin. Donc en fait, si tu veux me lever à 9h du mat et commencer ma journée seulement à 11h, c'est un pur kiff. Et l'avantage, c'est que du coup, tu peux aussi finir l'apéro plus tard. Ah, c'est notre avantage qui est non négligeable. Bien joué. Là, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus des interactions que vous avez avec les autres digital nomades que vous avez pu croiser sur l'île de la Réunion. Les inconvénients aussi bien logistiques ou administratifs que ça a pu gérer et comment vous gérez toute cette partie-là à distance. Peut-être Laura, tu veux nous parler Ouais, carrément, s'il te plaît. avec plaisir. Moi, ce que j'adore à La Réunion, et j'ai cet avantage parce que je suis, comme on dit, digital settler. Digital settler, c'est ces personnes qui ont besoin d'un endroit pour se sédentariser, mais qui veulent continuer d'avoir leur liberté et continuer de voyager, mais qui ne voyagent pas toute l'année, quoi, en fait. Et donc, l'avantage que j'ai en étant digital settler, c'est que je suis intégrée à l'écosystème réunionnais, qui est un écosystème hyper varié pour l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup d'associations, il y a vraiment beaucoup de communautés d'entrepreneurs ici, mais qui sont eux-mêmes sédentarisés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de digital nomades, en tout cas selon les chiffres, mais qu'on les croise très peu. Et je trouve que c'est dommage que cette communauté-là soit pas existante ou en tout cas qu'elle puisse pas nous retrouver nous en tant que digital settlers parce que finalement on partage exactement les mêmes choses. Et je pense que du coup, alors avis à tous les créateurs de cette île, ces gens qui ont des idées et qui ont envie de développer des projets, je pense que vous pouvez vraiment créer une communauté de digital nomades en fait. Aujourd'hui, l'intérêt c'est de fédérer une communauté de digital nomades. Les seuls que j'ai pu rencontrer, c'est grâce à toi d'ailleurs, à l'occasion du cowork que j'avais organisé pour mon application Pépite. Oui. J'avais organisé un coworking qui réunissait justement des utilisateurs de cette application qui à l'époque référençait des lieux et des espaces alternatifs pour travailler sur cette île. Et je les ai rencontrés grâce à toi parce que tu les avais rencontrés dans ton ancienne vie de digital nomade actif, on va dire. Et finalement, j'ai été déçue de ne pas pouvoir plus les rencontrer. Et le retour, ça a été... Nous, ça fait un mois qu'on est dans notre Airbnb et on s'en va parce qu'on n'a pas rencontré le tissu entrepreneurial de La Réunion. Alors qu'il est tellement riche. Donc je pense que ça peut être important aujourd'hui à travers différentes solutions de pouvoir justement fédérer cette communauté digital nomade. Ça peut passer à travers le fait d'effectivement créer une communauté associée. Ça peut passer par le fait juste de permettre à des lieux comme Suzette, par exemple, d'être correctement référencés sur Internet pour que ces digital nomades les retrouvent. Moi, perso, quand je voyage aujourd'hui, mon outil, c'est Google Maps. T'es pas sur Google Maps, je vais peut-être pas forcément venir chez toi. Et c'est dommage parce que je sais que l'imprévu, tu rentres dans un resto, un truc de ouf, waouh, tu découvres un truc super, c'était pas prévu, et finalement c'est génial, ça a du bon, mais je sais que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, donc forcément, je vais aller sur Google Maps. Et après, la troisième chose, c'est effectivement, je pense qu'au niveau du tourisme ici, on peut aussi les accompagner, ces digital nomades, à trouver des solutions qui sont existantes en réalité.
il y a aussi des solutions qui existent à La Réunion, non seulement de coworking, mais aussi il y a des événements qui sont faits par d'autres associations. Il y a même des week-ends qui sont organisés par des associations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Mais carrément, carrément. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que je remercie cet écosystème parce que j'étais seule, j'étais solo. Je connaissais personne ici, ou presque, en tout cas pas dans le milieu pro. Et donc, il y a un moment où il a fallu que je crée mon réseau. Et en fait, si tu veux, tu peux. Et dans mon cas, j'ai cherché. J'ai intégré des associations d'entrepreneurs, je me suis rendue à des événements. On avait au moins 2 événements par semaine, en fait, l'année dernière avec le boulot. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de créer des liens. Et je me suis aussi rendue dans des espaces de coworking. Donc, tu as des coworks ici qui sont plutôt pour les settlers, donc plutôt des domiciliations, des bureaux où tu es à l'année. Et effectivement, tu as ces espaces de cowork mutualisés où tu peux te rendre en étant nomade à la journée, à la demi-journée, et qui te permettent aussi de rencontrer des gens. Rico, mon cher Rico. Oui. Alors, comment tu travailles à distance avec tes équipes qui sont à La Réunion, qui sont à Paris et qui sont en mouvement en France hexagonale? Écoute, on utilise des outils donc qui sont quand même assez connus, notamment par exemple Slack, qui nous permet de communiquer en fait avec les équipes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Slack, c'est un environnement de travail qui remplace WhatsApp, parce que voilà, WhatsApp c'est plus du perso. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp aujourd'hui dans le monde du travail et qui ont du coup des centaines de notifications perso, professionnelles, etc. Là, on a un environnement Slack dédié à ton travail, à ton entreprise. Et voilà, ça permet de centraliser un petit peu et puis de faire un petit peu comme si on était tous ensemble en réalité. Et donc voilà pour l'outil de communication. Ensuite, on utilise Google Drive pour tout ce qui est partage de fichiers, un espèce de serveur de fichiers un petit peu qui est dans le cloud. Et puis on utilise aussi donc le VPN pour pouvoir travailler de n'importe où. C'est quoi un VPN, excuse-moi? Alors un VPN, comment expliquer ça? C'est un réseau privé virtuel. On peut, si on prend par exemple l'exemple d'ici, on a Internet, on a un réseau privé. Voilà, donc si toi tu es chez toi, tu peux pas y accéder. Tu crées un serveur VPN ici, ce qui te permet virtuellement de chez toi d'être dans le réseau du restaurant Suzette. Voilà, donc virtuellement, on est chez Suzette. Ok. En étant chez toi. En étant chez toi. Ah, c'est génial. J'en profite, Laura, parce que je sais que tu dois y aller dans quelques secondes, quelques minutes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux solo-entrepreneurs ou aux digital nomades qui arrivent à La Réunion? Un conseil, 2 conseils, 3 conseils ou un écueil à ne pas faire? Ça serait super sympa. Restez pas chez vous, surtout, parce que ça sert à rien. Tout seul, tu vas nulle part. Ici, les choses vont vite. Je remercie cette île de m'avoir accueilli les bras ouverts, parce que je pense que si j'avais été en métropole, j'aurais pas développé mon business aussi rapidement, et encore moins le prochain. Donc en 4 ans, je suis tombée sur le chemin des bonnes personnes au bon endroit. C'est possible de partout, mais je trouve que ça l'est encore plus ici. Donc restez pas seul. Si je devais donner un conseil de manière générale pour les personnes qui sont digital nomades, c'est de l'orga en fait. Faut pas penser que tu vas juste prendre ton sac à dos et débarquer dans un pays et réussir à travailler avec une fluidité parfaite dans le flot de la vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord avec toi. Ça demande de l'orga, tu perds du temps parce que tu es dans les avions, dans les trains, les machins, il faut de l'organisation. Et le pire dans tout ça, et ça c'est du vécu très récemment, je pars à San Francisco, je bloque pas mon lien Calendly qui est mon lien de rendez-vous sur lequel les personnes peuvent prendre rendez-vous avec moi. Je me retrouve à un rendez-vous à 3h30 du mat, puis un autre à 5h. Donc en fait, quand tu as des journées bien chargées déjà, tu meurs. Enfin, je veux dire, juste l'objectif des digital nomades, c'est pas d'arrêter de dormir. Donc c'est de l'orga et franchement, trop important de savoir que c'est quand même de la charge mentale mine de rien et que ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. Voilà.
Ouais, je partage à 100% ce que tu viens de dire. Moi, par exemple, tous les dimanches soirs ou les lundis matins, j'ai un Remarkable. C'est un petit calendrier où tu peux écrire comme si c'était sur un papier. Et j'ai ma semaine et j'organise ma semaine avec des slots, c'est-à-dire des endroits où voilà, je travaille sur tel projet de telle heure à telle heure. Après, avec telle heure, je fais ça. Par exemple, aujourd'hui, c'est dans notre agenda de faire un podcast ensemble, c'est écrit. Après, l'après-midi, tu bosses sur un projet. Je trouve qu'en étant digital nomade et encore plus si tu es solo entrepreneur, il faut une organisation aux petits oignons. Sinon, tu peux te faire aspirer par tout le monde assez vite entre le sport, la fête, les randos et les copains. Il y a tout plein de possibilités. Donc ouais, l'organisation est clé pour avancer. Carrément. Je ne suis pas d'accord. Ah bah j'adore. j'adore. À partir du moment où il y a le Wi-Fi dans l'avion, le Wi-Fi dans le train, pour moi, on peut partir n'importe où. On a une connexion Internet, on a besoin de travailler, on doit s'arrêter, on a la 4G, on travaille de n'importe où. Pour moi, je n'ai pas forcément besoin, oui, ici, il faut acheter le billet d'avion, etc. Mais pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une aussi grande organisation. Pour moi, le matin, j'ai envie d'aller à La Réunion, je prends mon billet pour le soir. Alors, il y a un acronyme anglais qui s'appelle ATAWAD, qui justement correspond à ce que tu viens de dire. ATAWAD, donc le A, TAM, c'est Anytime, WAD, c'est Anywhere, et le A, c'est Any Devices. C'est la possibilité, des fois, tu es sur ton téléphone pour répondre à des emails ou des Slack. Après, tu peux te retrouver sur ton ordi quand tu es posé dans l'avion, quand tu es posé dans le train ou dans un bus. Et puis, anytime, ce que tu disais avec les décalages horaires, bien faire attention à bien le caler à l'endroit où vous êtes à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Moi, je serais ravie que tu me donnes le nom de ta compagnie aérienne en off parce que alors j'en ai ouais. aucune Ah oui. qui a réussi à me faire fonctionner la Wi-Fi dans l'avion. Ah oui, Vraiment. j'ai eu le souci dernièrement, c'est vrai. Ouais. Mais bon, Parlons-en. mais bon, en fait, ce que tu fais, c'est que tu télécharges un petit peu toute Ouais, ta tes charge de pages. travail, voilà. Mm. Et puis comme ça, tu peux continuer à travailler Ouais. en Ouais, off. c'est vrai. En, C'est vrai. oui, en reconnexion. En reconnexion. En reconnexion. Très bien. Merci Laura de ton temps, c'était très cool. C'était très, très succinct. On en refera d'autres épisodes ensemble avec d'autres digital nomades à La Réunion. Carrément. Merci d'être venu, c'était très gentil de ta part. Avec grand plaisir. Merci à toi, Greg. Merci. Et la prochaine avec plaisir, carrément. Merci. beaucoup. Ah ouais, Rico, puisqu'on était en train de parler de plein de sujets, il y a un sujet en off dont on était en train de discuter, c'est le lien entre être digital nomade et le référencement naturel. Déjà, c'est quoi le référencement naturel et pourquoi c'est hyper important pour un digital nomade de faire du référencement naturel sur son site internet et pour ses clients? Oui, donc bon, le référencement naturel, je pense déjà que c'est une mauvaise traduction de l'anglais, donc Search Engine Optimization, SEO, qui signifie donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc voilà toutes les techniques que tu dois employer sur ton site internet pour apparaître en première position sur Google. Donc voilà, on traduit ça par référencement naturel, qui est donc entre guillemets un référencement entre guillemets gratuit, à l'inverse du référencement payant, qui te permet d'avoir une visibilité sur Google seulement quand tu as payé, quoi. Une fois que tu arrêtes de payer, du coup ta visibilité elle disparaît. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques techniques qui existent aujourd'hui pour améliorer le SEO, si ça ne te dérange pas? Donc quelques techniques, déjà réduire la lenteur de ton site internet. Donc, par exemple en compressant les images, améliorer ta structure HN. Donc voilà les balises H1, H2, etc. qui permettent de donner, comment dirais-je, une meilleure structure au niveau des moteurs de recherche Google. Donc il faut toujours par exemple avoir une seule balise H1 par page, ça c'est obligatoire. Okay. Donc, non pas 0, non pas 2, mais une seule. Et ensuite voilà, on passe du H1 au H2, jamais du H1 au H3 directement. Pareil du H2 au H3 et pas du H2 au H5 par exemple. Donc voilà, et puis surtout ce qui est important également, c'est le maillage interne. Ça permet de pouvoir
optimiser ton site sur les mots-clés que toi tu souhaites apparaître. Pour corroborer tes propos, j'ai tenté de simplifier le SEO, et tu vas me dire si c'est correct, en 3 grands axes. Tu as la partie lien, qui soit interne ou externe. Tu as la partie contenu, qui soit interne ou externe. Et ce que j'ai appelé la partie technique, notamment la vitesse de page. Et puis il y a quand même une révolution qu'il y a eu dans le SEO le 13 mars. Il y a une actualisation de l'algorithme de Google qui a obligé à accélérer la vitesse de page sur la partie mobile. Puisqu'on est passé, toutes les pages qui sont au-dessus de 2,5 millisecondes vont être maintenant limite désindexées de la part de Google. Ça, c'est un point saillant à partir d'aujourd'hui, puisque là, on est en train de faire le déploiement de cette nouvelle solution sur l'ensemble du monde. Donc, encore plus à La Réunion, puisqu'on a potentiellement des serveurs à La Réunion et des serveurs qui ne sont pas à La Réunion. Est-ce que tu peux nous en parler, l'impact qu'il peut y avoir sur la vitesse des pages? Il me semble, enfin, si je comprends bien par rapport à cet algorithme, effectivement, ce qui serait intéressant, par exemple, au niveau des images, ce serait de pouvoir, enfin, de choisir entre qualité et rapidité. Et là, avec cet algorithme, on est obligé, du coup, de se focaliser sur la rapidité au détriment de la qualité des images. Un des exemples qu'on a vu ensemble, c'est Mmh. Gap.com, qui Tout a à fait. drastiquement réduit la taille de ses images, qu'elles soient légèrement pixelisées, C'est ça. pour passer de 3 millisecondes à 0,9 secondes pour être dans les nouveaux critères de l'algorithme de Google. Je ne sais pas si c'était la discussion qu'on avait eue. C'était ça. Je reviens sur la visibilité qu'on doit donner à soi-même ou à son entreprise lorsqu'on est digital nomade. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais il y a aussi la création de son site internet. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour la création de son propre site et de donner la visibilité à un digital nomade sur Internet? La création d'un site internet est super importante pour toute entreprise, pour tout entrepreneur et du coup tout digital nomade. Après, voilà, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on peut avoir le meilleur site internet au monde, le plus beau au niveau design. Si il n'est pas visible, si personne ne le voit, il sert à rien. Et c'est là que je trouve que quand même le SEO, c'est super, super important et ça va de pair en fait avec la création de sites internet. Pour moi, en fait, on ne peut pas être une agence web, entre guillemets, si on ne pratique pas également le SEO. Parce que du coup, ça permet de pouvoir avoir ces 2 casquettes-là directement euh, pour, pour les clients. C'est trop bien. Ça va, Rico? Ça va et Ça toi? va? T'es à l'aise? Ouais. On est bien, ces Suzette? On est très bien. On est très bien, t'as ton petit café, t'as vu les crêpes sont bonnes, ça y est, on peut parler maintenant des sujets qui te plaisent, Allez. et notamment l'infogérance. Je reviens sur le sujet, puisque la semaine dernière, tu as eu 2 interventions, une sur place et une à distance, et comme tu es digital nomade, ce serait pas mal que tu expliques les différences et ce que tu as pu faire, sans nommer bien sûr les clients, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Effectivement, donc j'ai une société donc, dans l'infogérance ici à Saint-Paul, mais j'ai des clients non seulement à La Réunion, mais également en métropole. Donc voilà, pour revenir à la semaine dernière, effectivement, j'ai fait du dépannage à distance pour mes clients à la métropole, donc pendant qu'on était en pause déjeuner. Et donc voilà, voilà, tout a été mis en place dans la société, donc au niveau VPN, au niveau logiciel de prise en main à distance, parce que là, je pense 90-95% de tout ce qui est dépannage informatique peut se faire à distance. Donc en prenant la main sur les PC ou en se connectant, moi de mon côté, en VPN, et du coup je peux me connecter en fait à toute l'infrastructure informatique de la société, donc au serveur. J'ai vraiment la main sur tous les équipements à distance, les bornes Wi-Fi. S'il y a une panne de courant, je reçois une alerte. S'il y a une borne Wi-Fi ou autre, un serveur qui tombe en rade, j'ai des alertes. J'ai des outils de monitoring qui me permettent comment dirais-je, de m'alerter en fait sur tout ce qui se passe chez le client et de pouvoir être proactif en cas de problème, en cas voilà, en cas de problème tout simplement, de pouvoir voir en fait les problèmes avant que le client vienne me voir, en fait, m'appelle tout simplement. Le problème est déjà réglé.
Parce que tu avais installé un. C'est quoi le logiciel que tu avais installé, si ça te dérange pas, pour le partager Anydesk? Ah ouais, c'est pas Anydesk. Ouais, bah, tout le monde connaît pas Anydesk, c'est pour ça que je pose la question. Bon, Anydesk, en fait, c'est un peu comme. Enfin, je pense que la plupart des gens connaissent TeamViewer. Je suis pas sûr. Ouais, Ouais, donc non. ok. Bon, en gros, c'est un logiciel que tu installes sur ton PC. Donc voilà, t'as un identifiant et un mot de passe avec TeamViewer. Et avec Anydesk, en fait, t'as pas de mot de passe, mais tu dois en fait accepter la connexion. Moi, de mon côté, j'installe également ce logiciel. Je rentre l'ID qui est communiqué sur le PC et je peux prendre la main sur le PC du client, tout simplement. Donc le client, il télécharge Anydesk. Tout à Toi, fait. tu l'as déjà installé sur ton Ouais, ordinateur. Le client, il a un numéro qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi, tu mets le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, tu as la possibilité de prendre la main sur l'ordinateur. Tout C'est à bien fait. ça? Ouais. Ou le Mac, hein. Enfin, je dis Ouais, PC, Mac. ça peut être tout, Windows, Mac, même Linux, ça fonctionne sur tout. Ouais. Et tu peux faire quoi? Tu peux donc installer des logiciels. Tu peux faire quoi Bon, en d'autre? fait, je vois son écran, je bouge sa souris, je prends vraiment la main sur son ordinateur. Donc, il y a une prise de contrôle, mais il y a également, par exemple, je peux avoir aussi la main sur les fichiers si besoin. Voilà. On peut vraiment tout faire avec ce logiciel. On peut également l'installer et faire en sorte qu'il reste, enfin, qu'il reste allumé au démarrage, enfin, qu'il s'ouvre au démarrage du PC. On peut configurer un mot de passe pour, voilà, on peut demander par exemple à l'utilisateur de partir à 17h30, de laisser son PC allumé et que voilà, nous on répare son ordinateur le soir au moment où il prend sa pause dîner, quoi. Ah, super. Donc, il peut faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. J'aimerais bien qu'on discute d'un sujet qui nous passionne et c'est un de ce qu'on appelle notre core business, c'est la création de sites internet. On en a fait, je crois, ensemble une petite vingtaine sur les 12 derniers mois, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il faut créer un site internet, quelle est l'utilité d'avoir un site internet et donner forcément quelques petits tips, genre par exemple avoir des jolies photos, sinon des fois on peut rien faire. Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, en fait, concernant la création, entre guillemets, de site internet, en fait, il y a deux sujets, en fait, avec le client. C'est est-ce qu'il a déjà un site internet ou est-ce que c'est une refonte? Voilà. Donc, le process va être différent. Quand c'est une création de site internet, souvent, il n'a pas de nom de domaine, par exemple. Quand c'est une refonte, la plupart du temps, il en a déjà un. Il a déjà du contenu, il a déjà des médias, donc ça peut aller un peu plus vite. Pour la création, donc voilà, il faut, comment dirais-je, être en relation avec le client, lui demander qu'il nous explique un petit peu son activité, qu'il puisse nous fournir des textes, fournir, voilà, comme je disais, donc du contenu, des médias, etc. Et si on n'a pas de médias, on peut faire appel à un photographe, à ces gars, pour pouvoir nous faire de très belles photos. Et puis ensuite, c'est parti. Donc, comment on procède dans un premier temps? C'est voilà. Donc, si on a déjà un nom, donc réfléchir. Enfin, quand je dis un nom, je parle d'un nom d'entreprise ou son nom, enfin ton nom à toi-même. Il faut un nom de domaine. Donc, réfléchir à un nom de domaine, s'assurer qu'il n'est pas pris. Parce que très souvent, on peut trouver un très beau nom, mais malheureusement, ils sont tous déjà pris, en .com, en .fr ou en .re. Donc voilà, il faut déjà trouver le bon nom qui n'est pas pris. Alors Rico, une fois qu'on t'a fait le nom de domaine, c'est quoi l'étape suivante? Une fois qu'on a fait enfin, une fois qu'on a choisi avec le client le nom de domaine, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper de tout ce qui est charte graphique. Donc, Ça se s'entend quoi la charte graphique? Tu fais quoi, on fait quoi, il se passe bah, quoi en fait, on discute avec le client déjà, voir, enfin, on va essayer de trouver comment dire, déjà un logo, une police d'écriture, voilà, toutes les couleurs qu'il aime. On peut lui en proposer.
Mais il peut également nous indiquer un petit peu ses couleurs préférentielles, par exemple. Donc voilà, on fait plusieurs propositions de logos. On en fait 2 ou 3 en général. Le client, il en choisit une ou deux, et puis ensuite, on va faire plusieurs déclinaisons. Euh, une fois que le logo est validé, là, du coup, on peut commencer des maquettes. Des maquettes, c'est-à-dire des maquettes pour quoi? Donc en fait, voilà, on a une équipe de designers qui propose de pouvoir faire des maquettes de la page d'accueil. On commence toujours par la page d'accueil chez nous. D'accord. Tant que la page d'accueil n'est pas validée à 100% par le client, on ne va pas attaquer les autres pages. Une fois que c'est validé, donc voilà, on a fait d'abord plusieurs propositions, bien sûr. On s'est entretenu avec le client. Il y a peut-être des modifications à rajouter au niveau design, mais également au niveau de tout ce qui est architecture, l'emplacement des blocs. Est-ce qu'on met un bloc partenaire, un bloc témoignage? Est-ce qu'on rajoute un formulaire de contact aussi directement? Au niveau de la bannière, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que c'est une belle photo prise par Sega directement, tu vois, au niveau de la bannière? Justement, pour revenir également tout ce qui est graphique, un site internet, il va être super beau si les photos sont super belles. Voilà. On peut avoir la meilleure architecture, les meilleures polices, le meilleur logo. Si on met une photo de mauvaise qualité, le site internet il va paraître comme s'il était de mauvaise qualité également. Donc, Plus, est-ce que tu recommandes de prendre des photos avec son téléphone à l'arrache ou de travailler avec des professionnels pour avoir des belles photos? Ça dépend. Je pense que ça dépend. On peut commencer par faire des photos à l'arrache pour avoir, comment dirais-je, un aperçu, pour pouvoir commencer à faire sa mise en forme. Mais après, sur le long terme, mieux vaut travailler avec des professionnels, bien sûr, pour avoir des photos de super qualité. Donc, on a notre charte graphique avec des super photos faites par des professionnels. On a la maquette de la homepage et les 3-4 pages nécessaires. C'est quoi l'étape suivante? Donc voilà, l'étape suivante. Donc là, on part du principe que la maquette, elle est validée par le client. Nous, on l'a du coup intégré sur Figma. Donc on travaille beaucoup avec Figma. C'est quoi Euh, Figma? donc, Désolé. ouais. Donc Figma, c'est un petit outil en ligne que l'on utilise chez nous. Ça permet donc du coup de pouvoir créer des maquettes, des wireframes, etc. C'est quoi un wireframe? Il faut vraiment qu'on précise tout. Parce qu'il y a plein de gens qui, je pense, qui vont nous écouter, ils vont rien Ouais, comprendre. bon, disons que, enfin, moi, comment je le vois, un wireframe, c'est un peu comme si tu faisais ta maquette, mais pas forcément dans les détails, design, etc. Donc, ça te permet d'avoir un petit peu l'ossature de ta page d'accueil, par exemple, et pour pouvoir, et ensuite on l'envoie au designer pour que lui il fasse de la magie et qu'il le rende le plus joli possible. Et un des principaux avantages de Figma, c'est également que du coup pour l'intégrateur, lorsqu'il va repasser derrière la maquette, contrairement à tout ce qui est PDF, il a la possibilité de voir les margins, les paddings, il voit exactement la taille des polices. En fait, il a vraiment tous les éléments pour que ton intégration elle soit le plus proche possible du 100%, parce que c'est compliqué d'être vraiment 100% fidèle à la maquette, parce que voilà, on a énormément de taille d'écran, on a des tablettes, etc. Donc il faut pouvoir s'adapter comment dirais-je, à toutes les résolutions, toutes les tailles d'écran. Donc on essaie de se rapprocher le plus possible de la maquette faite par le designer, et Figma aide beaucoup par rapport à ça. Donc, on a fait les maquettes via Figma, l'intégration elle est faite, et il reste la dernière couche pour de la visibilité. Oui, donc c'est donc le référencement naturel, donc le SEO, Search Engine Optimization. Euh, je pense que voilà, on peut avoir le meilleur site internet du monde avec les meilleures photos faites par un professionnel. Euh, si le site il n'est pas visible sur Google, notamment en France, parce que Google c'est le moteur de recherche le plus utilisé en France, s'il n'est pas visible sur Google, le site il sert à rien.
Donc voilà, il faut absolument, si on ne connaît pas du tout le référencement naturel, soit on fait des recherches, voilà, on passe beaucoup de temps au détriment du coup de son activité, soit on s'occupe de son activité et on fait appel à des experts en SEO pour rendre visible son site internet et le faire apparaître en première page de Google sur les mots-clés que l'on souhaite. Ouais, c'est exactement sur les mots-clés choisis. Et souvent, je me rappelle, quand tu crées ton site internet, souvent tu crées ton Google My Business. Est-ce que Ouais. tu pourrais me parler juste de Google My Business et l'intérêt d'avoir le site plus Google My Business pour Google Maps? J'ai envie de dire, en fait, tout ce qui peut te donner de la visibilité sur la toile, que ce soit avoir son site internet, l'associer à un My Business pour le référencement local notamment, c'est super important. Justement, si on est une activité, si on a une activité physique, si on n'est pas sur Google Maps, c'est compliqué de pouvoir recevoir des clients. Les clients ne vont pas nous retrouver. Mais voilà, tout ce qui concerne la visibilité, donc que ce soit site internet, euh, Google My Business, du coup YouTube, qui maintenant aussi appartient à Google, donc avoir une chaîne YouTube, d'être sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, même tout Pinterest, à partir du moment où ça nous donne de la visibilité, ça nous donne des liens, du coup c'est important et ça te donne de la force pour ton référencement naturel. Merci beaucoup Rico d'avoir expliqué tout le process de la création de site internet. Et un des premiers points, et merci d'être là Sega, Avec plaisir. c'est la création de médias, ce que tu as appelé médias, c'est-à-dire de photos et vidéos Oui. pour créer des sites internet, animer des réseaux sociaux, animer la chaîne YouTube et autres. C'est ça. Et un des points justement qu'on a pu remarquer, c'est que très peu de personnes ont des images de qualité. Moi, je suis pas photographe, je fais que des photos floues. Ou s'improvise du coup photographe ou vidéaste. Alors c'est vrai que dans l'ère digitale dans laquelle on est et l'amélioration technologique des téléphones portables font que on a tendance à négliger un peu cette partie qui est quand même très très importante puisque l'image va refléter le service, le produit de la société qui va proposer justement ces services ou ces produits. D'où l'importance de, selon moi, faire appel à un professionnel parce que malheureusement, beaucoup utilisent leur téléphone portable et pensent que c'est suffisant pour créer les médias nécessaires pour leur site internet ou leurs réseaux sociaux. Donc voilà. Et c'est vrai, d'ailleurs, lors d'un dernier site qu'on a fait ensemble, l'un des trucs qui m'a le plus choqué positivement, c'est les différentes tailles d'images, est-ce que tu peux en parler, dont on a besoin pour les différentes résolutions dont parlait tout à l'heure Rico. Ah oui. Et Alors nous, moi en tout cas en tant que photographe, ainsi que mon collègue Quentin, on va pouvoir créer les images, on va pouvoir créer du contenu. C'est vrai que en fonction de l'architecture, en fonction de l'arborescence, en fonction du type de site internet, du format, on parle format bannière que Rico parlait tout à l'heure, mais il y a à propos, la photo de profil du propriétaire, photo de contact, les photos, les petites vignettes pour les réseaux sociaux, etc. Bien sûr, tout va dépendre de l'activité, tout va dépendre du produit ou du service. C'est vrai que nous, on doit faire en sorte de pouvoir rentrer dans le format des besoins du site internet. Donc, je pense que le design est hyper important, donc la charte graphique hyper importante. Et moi, en fonction de ça, en fonction de toutes ces informations, on va faire les photos nécessaires pour pouvoir illustrer le site internet. Voilà. Carrément. Et il y a aussi, là, avec l'avènement de YouTube sur toutes les TV, il y a le 4K. Ah oui. Et le 4K, là, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on en parle. Ah parce oui. que Alors, la 4K, alors c'est vrai que la vidéo aujourd'hui prend beaucoup plus de place que la photo. On est dans cette ère-là, hein, Netflix, Prime, etc., pour en citer que, fait que l'œil humain est plus habitué à la vidéo, du moins l'information passe beaucoup plus avec la vidéo. C'est pour ça que des réseaux comme Twitch se développent énormément. YouTube est précurseur de ça depuis des années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, photo, vidéo, même si moi je suis plus spécialisé dans la photo, c'est vrai qu'avec mes collaborateurs, avec mes collègues,
on va plus travailler sur la vidéo. Et le format 4K qu'on nous demande régulièrement, ok, je dis oui, on a le format 4K, on peut faire énormément de choses avec, mais est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir regarder les vidéos en 4K? C'est surtout ça. Donc on peut filmer en 4K, mais alors j'ai entendu vous parler des nouveaux mises à jour qui ont été faites et tout pour la rapidité des sites, etc. Aujourd'hui, avoir la 4K, mais si c'est pour baisser la résolution, voilà. Donc c'est à la fois une bonne chose comme une moins bonne chose. Voilà, c'est un vrai faux débat, la 4K. Le plus important, c'est d'avoir des vidéos HD, de qualité, pour pouvoir tout bien montrer, le contenu, avoir un vrai storytelling, pour qu'ensuite, quand on veut vendre un produit ou un service, ce soit clair et net pour le consommateur, l'utilisateur. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as des recommandations à faire, notamment pour les digital nomades? Souvent, ils ont quand même besoin d'avoir une visibilité. Enfin, quand je parle de visibilité, c'est d'avoir une photo d'eux-mêmes. Est-ce que tu es une photo même d'eux? Parce qu'en général, ils travaillent avec des clients qui ne sont pas sur place. Oui. Tu vois, je pense que tu vois où je veux en venir. Ouais, alors, du coup, c'est un peu l'arroseur arrosé. Du coup, c'est hyper important de pouvoir se montrer. Ça, c'est hyper important. Je conseille à tous les digital nomades de vraiment pouvoir se montrer sur ses réseaux, de pouvoir se montrer sur son site internet. Donc forcément, de montrer ce que c'est la vie d'un digital nomade et de contrebalancer aussi avec cette partie pro. Donc je pense qu'il est très important de faire appel à des gens, alors de ne pas se limiter à juste lifestyle, oui, je suis à la plage oui, et tout. C'est hyper important d'avoir des belles photos professionnelles et c'est vrai que travailler sur soi, sur tout ce que vous proposez vous aux autres, de s'appliquer à soi, de travailler vraiment avec un professionnel pour pouvoir sortir de belles images de ça, quoi. Donc c'est hyper important pour la qualité et voilà. Et pour vendre à la terme son service peut-être plus cher. Oui, regarde, tu parles de ça, on a fait un site ensemble d'un restaurant à La Réunion il n'y a pas longtemps et c'est vrai que quand on a sorti les photos, entre le prix qui est appliqué des plats et les photos, c'est vrai que la photo suggère un prix plus élevé alors que non. Donc c'est vrai que si on veut monter en gamme, si on veut monter en qualité, si on veut monter en tarification, forcément, il faut de la qualité, de la qualité, de la qualité. Moi, depuis que je fais ce métier, je prône ça. Moi, la qualité, c'est hyper important. L'image est très importante, puisqu'on est dans l'ère digitale. Oui, de toute façon, on digitalise tout. Voilà. Autant ça commence par la photo, la vidéo, et puis par nos vies aussi, de C'est plus en exactement plus. ça. On a un WhatsApp ensemble, voilà, on Ah oui. essaie de se mettre d'accord pour aller plus vite. On va mettre en oui. place des stacks pour nos clients. Donc, Et puis ça donne envie. Ouais. Ça donne envie. Ça donne envie à ceux qui ne sont pas nomades à devenir peut-être nomades. Ça donne envie à ceux qui font appel à des digital nomades de voir qu'en fait, ok, ils ont une vie de digital nomade, mais c'est carré. C'est sérieux, c'est pro, ils maîtrisent leur sujet et que en fait, je peux être à l'autre bout du monde, il n'y a plus de frontières, je peux faire appel à un digital nomade qui est à La Réunion, qui est à Bali, qui est en Afrique du Sud, qui est ailleurs, parce que ce qui va compter, c'est pas là où il est, mais ses compétences. Ouais, complètement. Donc du coup, l'image est hyper importante. Donc voilà. Ça va donner de plus en plus d'expertise hyper pointue. Parce qu'on va chercher le spécialiste de la photo et de la vidéo, on va chercher le spécialiste de la création de site internet, d'infogérance, mais qui s'y connaît. Parce que comme aussi on est dans des laps de temps qui sont hyper courts pour produire pas mal, on a moins de temps pour aller voir 10 personnes Ah oui. et dire bah non, je veux 3 devis pour les grosses boîtes, 6 devis. Quand tu es Ah oui. plus petit TME ou tu es un solo entrepreneur, d'aller voir 5 personnes, tu sais que c'est l'expert dans tel et tel domaine et puis tu t'enchaînes. Oui, de toute façon, c'est ce que je conseille. C'est à tout digital nomade ou personnes qui font des sites internet ou qui community manager ou autres, c'est de connaître des professionnels qui vont être capables de s'adapter vite, qui vont être capables de faire des images qui vont différencier telle société à telle société. Parce que un photographe, il a son style, il a sa colorimétrie. L'expertise du photographe, c'est d'avoir un regard neutre, de pouvoir répondre à la demande. Moi, j'aime bien comparer ça au foot. C'est que tu arrives, tu mets le maillot de l'entreprise pour qui tu fais la photo. À ce moment-là, tu n'es plus moi, Ségal, petit photographe, mais je suis un tel. Et l'idée, c'est de pouvoir correspondre à la colorimétrie, à la charte graphique, charte éditoriale de cette société-là, de cette entreprise-là. Et travailler vite, travailler propre, travailler bien, voilà. Il y a sans doute un mot qui parle pour nous, c'est qualité.
Ouais. Je vous l'avais tous Ouais, dit qualité. à plusieurs reprises. Ah oui, la qualité. La qualité, c'est pas important. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci Rico. Merci Sega d'être Avec venu. plaisir. Chez Suzette, c'est notre pote Jean, Oui, oui. avec qui on joue au paddle de Oui. temps en temps. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Ouais, Merci carrément. Sega. Merci Rico. Allez, Rico. Allez Rico.